Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie du complot, c'est une vérité sociologique si dérangeante que son auteur a été radié, son œuvre enterrée dans les archives d'une université aujourd'hui disparue. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le script invisible qui gouverne la vie de millions d'hommes. Un script qui explique pourquoi la femme avec qui vous avez tout construit peut, du jour au lendemain, devenir l'architecte de votre effondrement. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus la rupture comme un échec personnel, mais comme le symptôme d'un schéma historique qui se rejoue à travers elle. Et vous aurez enfin ce que le monde moderne vous refuse, un cadre prédictif, une clarté brutale, et la sérénité d'un philosophe au cœur du chaos. Imaginez un homme qu'on appellera Jacques. Il a 48 ans. Depuis 22 ans, il a construit une vie avec sa femme, Sarah. 2 enfants, l'un à l'université, l'autre en terminale. La maison, autrefois saturée de cris, de matchs de foot, de pièces de théâtre et de disputes adolescentes devient silencieuse. Jacques voit ce silence comme une récompense. 2 décennies de travail acharné, de promotions refusées pour rester proche de sa famille, de sacrifices invisibles pour préserver l'équilibre. Il regarde Sarah et voit la complice avec qui il s'apprête à entamer un nouveau chapitre, plus calme, plus doux. Il ressent de la joie, de l'accomplissement, la conviction que les kilomètres les plus durs sont derrière eux. Mais Sarah change, et ce changement, Jacques ne le comprend pas. Les blagues partagées tombent à plat. Son regard, quand il se pose sur lui, n'est plus celui de la tendresse, mais de l'évaluation, et il échoue. Elle passe plus de temps sur son téléphone, dans des cours de fitness, entourée d'amis qu'il ne connaît pas. Elle parle une langue nouvelle, celle de la réalisation de soi, des besoins non comblés. Puis, un mardi comme les autres, elle s'assoit face à lui, à la table de la cuisine. Cette table où ils ont partagé des milliers de repas. Et elle prononce les mots qui pulvérisent sa réalité. Je t'aime mais je ne suis plus amoureuse. J'ai besoin de me retrouver. Le monde de Jacques s'effondre. Ce n'est pas une trahison spectaculaire. Ce n'est pas une liaison, c'est pire. C'est la dissolution froide d'un projet commun. La rupture unilatérale d'un pacte qu'il ignorait être renégociable. Et Jacques n'est pas un cas isolé. Son histoire est une épidémie. Et elle porte un nom, la révolte de la matrone. Ce phénomène n'est pas né des dérives de la culture thérapeutique. C'est un impératif biologique et sociologique documenté, puis étouffé pendant des décennies. Notre histoire ne commence pas dans un tribunal, mais dans les couloirs poussiéreux de l'université de Chicago, à la fin des années 1950. Un sociologue brillant, tourmenté, nommé Dr Alan P. Beckman, reçoit une bourse pour étudier la stabilité familiale après-guerre. Ce qu'il découvre est si dérangeant qu'il y perd sa carrière. En analysant des décennies de données démographiques, Beckman identifie un pic net de divorces initiés par des femmes entre 38 et 45 ans. Juste après que le plus jeune enfant atteigne l'indépendance autour de 16 ou 17 ans. Il nomme ce phénomène le syndrome du nid terminal. Mais dans ses notes privées, un autre terme apparaît, la mutinerie de la matrone. Selon Beckman, l'investissement féminin dans le rôle maternel est si total que sa fin crée un vide psychique. Et dans ce vide, l'évaluation du mari change radicalement. Le pourvoyeur, le père stable, le mari fiable, des qualités essentielles pendant l'éducation des enfants deviennent soudain des défauts. Ils incarnent l'ennui, l'absence de passion, le rappel d'un soi sacrifié. Son article est accepté par l'American Sociological Review. Puis il disparaît, la bourse est annulée, le numéro du journal est mystérieusement retiré pour « problème méthodologique ». Beckman est discrètement licencié en 1961. Son travail ne refait surface que des décennies plus tard quand un autre chercheur, en plein divorce, fouille les archives à la recherche de réponses. Et découvre les boîtes scellées de Beckman, marquées pour destruction. C'est là que commence le fil rouge de la théorie du bandeau. Mais ce n'est que le début. Pour comprendre la révolte, il faut d'abord comprendre la prison. Pendant la première moitié de sa vie, la loyauté d'une femme ne va pas à un homme. Elle va au projet du nid, un impératif biologique profond. Pensez à l'effort physiologique et psychologique colossal que représente la gestation, l'accouchement, puis l'éducation d'un être totalement dépendant jusqu'à son autonomie. Pendant 20 ans, l'identité d'une femme est absorbée par ce projet. Son choix de partenaire, à un niveau primal, est une sélection du meilleur gène et du meilleur pourvoyeur pour ce nid. Il est la pierre angulaire de la structure. Durant ces années, son utilité est claire. Et la loyauté de la femme envers le projet commun garantit une alliance fonctionnelle pas toujours passionnée, mais stable. C'est l'ère de la fiabilité, du but partagé, de la joie de construire ensemble. Mais que se passe-t-il quand le projet est terminé? Quand le dernier oisillon teste ses ailes, la pierre angulaire devient une pierre. Un meuble, un vestige, c'est là que tout bascule. La loyauté, autrefois dirigée vers le nid et par extension vers son architecte, se retrouve sans objet. Et dans notre monde moderne, ce nouvel objet devient presque toujours le soi. C'est ici que les chiffres prennent la parole. Froid, incontestable. En 2015, une étude majeure du National Center for Family and Marriage Research révèle ceci. Le taux de divorce chez les couples de plus de 50 ans a doublé depuis 1990. Alors même que le taux global de divorce diminue. C'est la révolution grise du divorce.
Et dans 66% des cas, c'est la femme qui initie la séparation. Dans une tranche d'âge où l'on s'attendrait à la stabilité maximale, les femmes quittent le navire à un rythme jamais vu. Mais l'histoire devient encore plus précise. La sociologue Susan L. Brown, co-autrice de l'étude, identifie un point de bascule, le départ des enfants. Le nid se vide et les fondations craquent. Ce n'est pas l'histoire classique de l'homme quittant sa femme pour une plus jeune. Ce n'est pas une crise de la cinquantaine masculine. C'est un phénomène féminin, froid, calculé. Un retrait méthodique d'un contrat qu'elle considère comme expiré. Et le langage utilisé dans ces divorces est révélateur. Ce n'est pas « il m'a trompé ». Ce n'est pas « il m'a battu ». C'est « on s'est éloigné ». Il ne répondait plus à mes besoins émotionnels. J'ai besoin de trouver mon bonheur. C'est le grand renversement narratif. La fiabilité d'hier devient, rétrospectivement, de la négligence émotionnelle. La stabilité devient de l'ennui. Le dévouement devient de l'absence. Et l'histoire du mariage est réécrite pour justifier la révolte. L'histoire est jonchée des débris de ce schéma invisible jusqu'à ce qu'on sache où regarder. Prenez la fin de la République romaine. On se souvient des légions, des empereurs. Mais la décomposition sociale s'opérait aussi dans les foyers. Tacite, dans ses annales, déplore le déclin de la matrona, la matrone romaine vénérée. Au 1er siècle après Jésus-Christ, alors que l'empire est stable et la richesse sans précédent, un phénomène nouveau surgit. Des femmes aristocrates quittent leurs maris vieillissants non pas pour d'autres hommes, mais pour l'indépendance. Elles prennent leur dot, vivent seules, financent des artistes, s'impliquent en politique. Le philosophe stoïcien Sénèque le Jeune les critique violemment. Elles préfèrent la libertas à la pietà, la liberté à la loyauté. L'empire, vaste et sécurisé, a vidé le nid de son sens traditionnel. Et elles se sont révoltées. Avançons vers l'Angleterre victorienne. L'idéal de « l'ange du foyer » était un corset culturel conçu pour contenir cette énergie. Mais une fois les enfants élevés, quelque chose se produisait. Certaines devenaient spirites, suffragettes et dans les cas les plus marquants, comme Lady Caroline Norton, elles utilisaient leur intellect pour démanteler le système juridique que leur mari incarnait. Son mariage était notoirement malheureux. Et une fois ses enfants grands, elle ne se dévoua plus à son foyer mais à la cause du soi féminin. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des précédents historiques de la révolte de la matrone. Et voici une autre histoire. Une histoire qui illustre la brutalité silencieuse de ce basculement. Robert, historien lui-même, m'a raconté le moment où il a su que tout était fini. Ce n'était pas une dispute. C'était des vacances. Leur premier voyage en amoureux depuis que leur dernier enfant était parti à l'université. Une ville côtière magnifique, en Italie. Il était rempli de joie, émerveillé par l'architecture, les paysages. Il se tourne vers elle pour partager l'instant et voit sur son visage un masque d'ennui pur. Puis elle soupire, un soupir venu du fond d'un puits de déception. Et elle dit « C'est ça? C'est pour ça qu'on a travaillé toutes ces années? Pour regarder des vieux bâtiments ensemble ?» Pour Robert, ce fut un choc. Cette femme avait veillé avec lui toute une nuit à rêver leur avenir. Elle avait construit une famille avec lui. Et maintenant la vie qu'ils avaient bâtie était devenue, pour elle, une prison. Les souvenirs partagés n'étaient plus des fondations, mais des chaînes. Elle ne voyait pas la beauté antique. Elle voyait le fantôme de sa jeunesse sacrifiée. Et elle le tenait pour responsable. Sa loyauté avait déjà migré vers un futur fantomatique, un soi libéré de sa présence. L'histoire de Robert est celle de milliers d'hommes, désemparés, brisés, et financièrement anéantis par un processus qu'ils n'ont pas vu venir. La première phase de la révolte n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. C'est un transfert discret d'allégeance. La joie qu'elle tirait des anniversaires, des Noëls, du rythme domestique s'évapore. Elle est remplacée par une curiosité fébrile pour une vie qu'elle pense avoir manquée. Elle commence à investir en elle-même avec une intensité étrangère à l'homme qui l'a connue comme mère et épouse. Abonnement à la salle, retraite de yoga, nouveaux cercles sociaux, thérapie centrée sur son trauma, ses besoins, son parcours. C'est l'infrastructure de la nouvelle loyauté. Et l'homme, en l'observant, ressent souvent de la fierté, du soulagement. Elle se retrouve, il pense que c'est sain. Il ne réalise pas qu'il applaudit le processus même qu'il rend obsolète. Il finance son propre remplacement, par un concept, son soi autonome. C'est le piège le plus cruel de la révolte. Elle utilise le langage de l'empowerment et du soin de soi comme justification morale pour ce qui est, en réalité, un réalignement brutal des ressources et de la loyauté. La fiabilité de l'homme, sa constance devient l'ancre qui retient son navire dans un port qu'elle veut fuir. Et que fait-on d'une ancre? On la coupe. Alors quelle est la racine de tout cela? Est-ce de la frivolité? Est-ce, comme certains le disent crûment, que les femmes deviennent folles? Non. La fondation repose sur une vérité biologique et psychologique terrifiante. Les psychologues évolutionnistes l'appellent le zeste périménopausique. À mesure que les années reproductives d'une femme s'estompent, un basculement profond s'opère. Le moteur hormonal qui l'orientait vers le soin, l'attachement, la maternité s'efface. Et à sa place surgit une énergie nouvelle, androgénique, tournée vers l'autonomie, l'agence, et un dernier chapitre écrit selon ses termes, non ceux des autres. Ce n'est pas une pathologie, c'est une transition biologique aussi puissante que la puberté.
Mais la société moderne n'offre aucun contenant sain pour cette énergie. Aucun rite de passage, aucun rôle social respecté pour la femme post-maternelle. Elle se retrouve face à un vide. Et dans ce vide s'engouffre une culture toxique, une culture qui lui murmure que son bonheur est le bien moral suprême, et que toute contrainte, surtout un mari qui incarne sa vie d'avant, est une forme d'oppression. C'est l'étincelle, le point d'allumage de la révolte. Le choc que vivent les hommes, c'est celui d'être réévalués selon une nouvelle métrique impitoyable. Le pourvoyeur n'est plus nécessaire, le père a accompli sa mission. Et maintenant que reste-t-il? Si votre réponse est simplement « son mari », vous êtes sur une glace très, très fine. Voilà le tableau, le diagnostic, la maladie, les précédents historiques, les données froides, le mécanisme psychologique. Nous avons regardé l'abîme en face. Nous avons vu Jacques à la table de la cuisine, Robert sur la côte italienne et exhumé les recherches interdites du docteur Beckman. Vous comprenez maintenant que ce que vous vivez ou redoutez n'est pas un échec personnel. C'est une tempête prévisible, presque archétypale. Mais connaître la tempête n'est que le premier pas. La vraie question, celle que chaque homme écoute en ce moment avec une peur sourde et un espoir désespéré, c'est celle-ci. Est-ce inévitable? Et sinon, comment l'arrêter? Comment blinder sa vie contre cet ouragan à venir? Les réponses ne sont pas celles que vous imaginez. Elles ne résident ni dans le contrôle, ni dans les supplications, ni dans le zèle du bon pourvoyeur. La solution, la seule, réside dans une reconstruction radicale et philosophique de votre identité et de votre vision du monde. C'est un chemin exigeant, difficile et il vous demandera d'embrasser une vérité plus dérangeante encore que la révolte elle-même. Maintenant, nous passons du diagnostic à l'antidote. Nous allons explorer les stratégies interdites qui peuvent immuniser un mariage contre cette révolte. Non par manipulation, mais par une transformation personnelle formidable, inébranlable. Vous découvrirez la triade de l'invulnérabilité, les 3 piliers qui rendent un homme imperméable à ce basculement. Nous plongerons dans le principe psychologique obscur de la valeur objective et comment le cultiver. Et je vous révélerai la question la plus importante à laquelle vous devez pouvoir répondre avant les 40 ans de votre femme. Une question qui n'a rien à voir avec l'amour et tout à voir avec le sens inébranlable. La tempête vient pour chaque homme. La seule question est, serez-vous celui que l'on retrouve brisé dans les décombres ou l'œil du cyclone lui-même? Comprendre que la révolte de la matrone n'est pas un échec personnel, mais une tempête historique et biologique peut offrir un réconfort glacial. Cela explique le chaos, mais ça n'empêche pas le toit de s'envoler. Vous êtes maintenant à l'un des carrefours les plus critiques qu'un homme puisse traverser. Le moment entre la compréhension de la tempête et le choix de la manière dont vous allez l'affronter. Le chemin de l'homme moyenne est celui de la panique. Il supplie, il négocie, il promet de changer, il devient émotionnel, il tente de contrôler ses mouvements, ses amis, ses dépenses. Et ce faisant, il commet le péché ultime face à la révolte, il confirme toutes ses suspicions. Il prouve que sa stabilité était une façade, que sa force dépendait de son obéissance. Il devient une source de drame, un problème à gérer, un dépendant, pas un partenaire. Ses supplications pour restaurer le passé résonnent comme les cris désespérés d'un geôlier regardant sa prisonnière s'éloigner. Cette réaction est l'engrais de la révolte. Elle accélère le processus qu'il cherche à stopper. C'est une voie garantie vers une défaite coûteuse, amère, émotionnellement dévastatrice où il perdra non seulement sa famille, mais aussi sa dignité, sa sécurité financière et son identité. Mais il existe un autre chemin. Ce n'est pas celui de la manipulation ni du jeu psychologique, c'est un chemin de reconstruction philosophique profonde. Le chemin pour devenir l'œil du cyclone. Le centre calme, immobile, autour duquel la tempête fait rage sans jamais pouvoir le briser. Pour devenir l'œil, il faut d'abord anéantir l'homme que vous êtes devenu. Depuis 20 ans, votre identité repose sur une trinité, pourvoyeur, père, mari. Mais ce sont des rôles externes, conditionnels. Votre valeur de pourvoyeur dépend de l'économie et de votre santé. Votre valeur de père dépend de la présence et de la dépendance de vos enfants. Votre valeur de mari dépend de l'approbation continue de votre femme. Et la révolte, au fond, c'est la révocation de cette approbation. Quand ces validations extérieures sont retirées, que reste-t-il? Pour la plupart des hommes, la réponse est un vide terrifiant. Un vide que la tempête remplit de désespoir. C'est pourquoi le premier pilier non négociable de la triade d'invulnérabilité est la construction d'une identité centrale inébranlable. Une identité fondée non sur ce que vous faites pour les autres, mais sur qui vous êtes. Définie par un code personnel, une mission et un score interne. Pensez au légionnaire romain, pas dans la bataille, mais dans le calme du camp. Son identité n'était pas « soldat de la 13e Légion ». C'était la disciplinina, la discipline implacable. L'ordre de son équipement, la netteté de sa lame. La force de son corps, la loyauté envers ses frères. La légion pouvait changer, la bataille pouvait être perdue, mais sa disciplinina restait. C'est ce que vous devez forger. Votre mission ne peut pas être « rendre ma femme heureuse » ou « être un bon père ». Ce sont des résultats, pas des missions. Votre mission doit être quelque chose qui enflamme votre âme, indépendamment de votre famille. Construire une entreprise, maîtriser un art, écrire un traité philosophique. Atteindre un sommet physique, créer une œuvre.
C'est ce que vous poursuivriez même seul sur une île déserte parce que la quête elle-même vous définit. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de la véritable force. Un homme avec une mission ne peut pas être rendu obsolète par un nid vide. Son but précède sa famille et la survivra. Quand la révolte commence à remuer chez votre femme, elle ne rencontrera pas un vide à remplir avec son drame, mais le mur solide d'un homme déjà complet. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux hommes face à la même tempête. Le premier, David, comptable à succès. Quand sa femme Linda entame sa révolte, les nouvelles amies, le langage thérapeutique, la distance froide, il fait ce qu'il croit juste. Il organise des dîners romantiques, elle annule, il lui offre des cadeaux, elle les rend. Il demande sans cesse, qu'est-ce qui ne va pas? Que puis-je faire? Il devient anxieux, dépendant, instable. Il tente de réparer le problème du couple, mais devient le problème. Linda, dans un mépris hypergamique classique, dit à ses amis, il est pathétique. Il n'a pas de vie à lui. Le divorce est prononcé en moins d'1 an. David vit désormais dans un petit appartement. La moitié de ses revenus envolés. Et il se demande, que s'est-il passé? Le second homme, c'est Mark, ingénieur. Il voit les mêmes signes chez sa femme Sarah, le mépris subtil. L'obsession du yoga, les conversations centrées sur ses besoins non comblés. Mais Mark ne réagit pas à Sarah. Il réagit à sa propre mission. Il a toujours voulu construire un bateau classique, à partir de rien. Il consacre désormais 2 heures chaque soir à ce projet, dans son garage. Il cesse d'être disponible pour chaque variation d'humeur. Il reste poli, présent, mais son énergie émotionnelle est investie dans le bateau. Il commence à se lever à 5 heures du matin pour s'entraîner au marathon, un rêve de toujours. Il ne fait pas ça pour la rendre jalouse ni pour la reconquérir. Il le fait parce que c'est qui il a toujours été. Le changement est sismique. La froideur de Sarah est accueillie par une indifférence calme et déterminée. Ses tentatives de provocation échouent. Il n'est plus acteur de son drame, il est observateur. Et un phénomène curieux se produit. Plus il se concentre sur sa mission, plus elle devient curieuse. Elle entre dans le garage, pose des questions sur le bateau. L'homme qu'elle croyait prévisible, ennuyeux, se révèle être un artisan, un athlète, un homme de profondeur et de mystère. La révolte ne s'est pas arrêtée, elle a fait demi-tour. Mark est devenu l'œil du cyclone. Et en refusant d'être aspiré dans la tempête, il l'a apaisé. Le deuxième pilier de la triade d'invulnérabilité, c'est le principe de la valeur objective. Un concept qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur les relations. On nous dit que l'amour est inconditionnel, que la valeur est subjective. C'est une fantaisie dangereuse. La vérité brute, celle que peu osent regarder en face, c'est que toutes les relations humaines, et surtout les relations amoureuses, sont gouvernées par une évaluation silencieuse et constante de la valeur. Pendant les années de maternité, votre valeur était claire, provision, stabilité, sécurité. Mais la révolte commence quand cette valeur est perçue comme dépréciée à 0. Votre femme vous évalue désormais selon une nouvelle métrique inconsciente, inspiration, passion, et ce que les psychologues évolutionnistes appellent la valeur de partenaire. Êtes-vous un homme que d'autres femmes trouveraient encore désirable? Êtes-vous un homme qui commande le respect dans sa tribu? Ou êtes-vous devenu un meuble confortable? Ce n'est pas une question de tromperie, c'est le calcul biologique brut de l'attraction. Un homme qui se laisse aller physiquement, qui n'a pas de vie sociale en dehors de sa femme, qui n'a ni histoire, ni aventure, ni cadre personnel, a une valeur objective de 0 sur ce nouveau marché. C'est un actif déprécié. Pour devenir invulnérable, vous devez cultiver une valeur objective visible et indéniable. Et cela commence par le corps. Votre corps est le temple de votre volonté. Un corps mou parle d'une volonté molle. Vous n'avez pas besoin de devenir culturiste, mais vous devez devenir fort, affûté, vital. Cette transformation physique n'est pas pour elle. C'est un rituel quotidien de respect de soi. Un message non-verbal puissant, je me respecte trop pour me laisser dépérir. Ensuite vient votre valeur sociale. Avez-vous une fraternité d'hommes? Des hommes qui vous respectent, avec qui vous relevez des défis? Un homme seul est vulnérable. Un homme intégré dans une hiérarchie masculine est une entité sociale redoutable. Enfin, il y a votre valeur dans le monde. Êtes-vous encore en ascension? Êtes-vous encore en apprentissage? Êtes-vous un homme de conséquence? C'est la puissance de ce que les Grecs anciens appelaient l'arrêté, la poursuite implacable de l'excellence et l'accomplissement de votre potentiel. Quand une femme en pleine révolte regarde un homme physiquement vital, socialement connecté, professionnellement respecté, elle ne voit pas un pourvoyeur usé. Elle voit un prix. Le calcul change. L'idée de le quitter ne devient pas un acte de libération, mais la plus grande erreur de sa vie. L'histoire nous offre un cas d'école brutal sur la puissance de la valeur objective et l'échec de l'émotion réactive. Regardez le destin du roi Henri VIII d'Angleterre et de sa première épouse, Catherine d'Aragon. Catherine était fidèle, intelligente, politiquement brillante. Mais lorsqu'elle échoue à lui donner un héritier mâle, sa valeur en tant que mère d'une dynastie est annulée. La solution d'Henri? Pas de thérapie de couple, pas de reconnexion émotionnelle. Il cherche une femme plus jeune, capable de lui offrir cette valeur objective. Maintenant, regardez un autre homme. Marc Aurèle, empereur de Rome. Son épouse, Faustine la jeune, est connue pour ses infidélités. Certains disent même qu'elle aurait soutenu une révolte contre lui.
Rome bruise de rumeurs, mais Marc Aurèle ne réagit pas par la jalousie ou le scandale. Il devient l'œil du cyclone. Il se plonge dans son devoir, menant les légions sur la frontière du Danube. Et dans le silence de sa tente, à la lueur d'une bougie, il écrit ce qui deviendra les Pensées, le chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Il se concentre sur sa vertu, son devoir, sa citadelle intérieure. Il comprend que la seule chose qu'il peut contrôler, c'est lui-même. En refusant d'entrer dans le drame, en maintenant sa valeur objective comme roi philosophe et stratège, il préserve non seulement son empire mais aussi sa santé mentale. Faustine, malgré ses intrigues, reste à ses côtés jusqu'à sa mort. Il est le moteur immobile, le centre qui tient. Son pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre mais dans la maîtrise absolue de lui-même. Et cela nous amène au troisième pilier le plus subtil, le contrôle transcendant du cadre. Le cadre, c'est le contexte implicite d'une relation. La réalité que vous acceptez tous les deux comme vraie. Pendant des années, ce cadre était le projet familial. La révolte, c'est la tentative de briser ce cadre et de le remplacer par un autre, le voyage du soi. La plupart des hommes, face à cela, font l'erreur fatale. Ils luttent contre ce nouveau cadre, ce qui les fait passer pour des tyrans où ils s'y soumettent devenant figurants dans le récit de sa redécouverte de soi et finissent écrits hors du script. L'homme qui maîtrise le cadre ne fait ni l'un ni l'autre. Il reconnaît sa nouvelle réalité sans jamais l'adopter. Il écoute ses discours sur l'espace, la croissance personnelle, avec la curiosité calme d'un anthropologue observant un rituel tribal. Il ne s'aime pas, il n'argumente pas, il dit peut-être « Je vois que tu explores beaucoup de choses en ce moment ». Une phrase simple. Qui ne combat pas son cadre, mais l'observe d'un point plus élevé. Il reste l'axe stable, la réalité enracinée contre laquelle sa tempête passagère se mesure. Son propre cadre, celui qu'il incarne, c'est un but inébranlable, des valeurs non négociables. Son message n'est pas « J'ai besoin que tu restes », mais « Voici la vie que je construis ». Une vie de force, de sens, d'excellence. Tu es la bienvenue pour la partager. Mais son intégrité n'est pas négociable. C'est un cadre transcendant, parce qu'il ne dépend pas de ses choix à elle. Quand elle menace de partir, l'homme au cadre solide ne panique pas. Il peut dire calmement « Je regretterai cette décision, car je suis engagé dans notre mariage. Mais je suis encore plus engagé envers mon chemin et mon intégrité. Le choix t'appartient. C'est le langage d'un roi, pas d'un mendiant. Et cela renverse le poids de la décision destructrice là où il doit être, sur elle. Elle ne se rebelle plus contre un geôlier, elle envisage d'abandonner un roi. Et voici la partie la plus inspirante de ce voyage. Réussir à traverser la révolte de la matrone, ce n'est pas sauver son mariage à tout prix. C'est devenir un homme qui n'a pas besoin du mariage pour être entier. C'est le paradoxe ultime. La seule façon de peut-être sauver la relation, c'est d'atteindre un état où vous êtes prêt à la perdre. C'est le cœur philosophique de la Black Pill. L'acceptation d'une vérité dure mais libératrice. Votre bonheur, votre valeur, votre mission, ne peuvent pas être otages de l'état émotionnel d'un autre. Quand vous atteignez cela, quand votre identité est solide, votre valeur objective élevée, et votre cadre transcendant, vous devenez invulnérable. La révolte, quand elle viendra, se brisera contre vous comme les vagues contre une falaise. Et vous aurez offert à votre femme ce dont elle a vraiment besoin dans le chaos de sa transition. Pas un partenaire réactif, mais un roc. Pas un homme qui reflète sa confusion, mais un homme qui lui offre une alternative puissante. Vous devenez le phare, pas l'épave. Cette transformation sera la chose la plus difficile que vous ferez. Elle exige de sacrifier la vache sacrée de la vie confortable et passive, et d'embrasser le chemin discipliné, exigeant, souvent solitaire du guerrier philosophe. C'est le chemin des stoïciens, des samouraïs, des chevaliers qui prêtaient serment à des codes plus hauts que leur propre cœur. La joie que vous trouverez ne sera pas celle, éphémère, de la validation extérieure mais celle, profonde, de la maîtrise de soi. La fiabilité que vous offrirez ne sera plus celle d'un employé modèle mais celle d'une force de la nature. L'inspiration que vous incarnerez sera celle d'un homme pleinement réalisé. La révolte de la matrone est une épreuve. La plupart échoueront, et leur vie en sera diminuée. Mais pour les rares qui ont le courage d'affronter la tempête non avec peur, mais avec la détermination sombre de se forger en quelque chose d'indestructible, elle devient la forge où une vie véritablement formidable est enfin et irrévocablement trempée.